Elle mérite mieux, cette cathédrale, quand même. Elle mérite mieux, quand même, qu'Emmanuel Macron. On parlait de Louis VII tout à l'heure. Pardonnez-moi, mais ça a quand même plus de gueule qu'un Emmanuel Macron. Bonjour à tous, bienvenue dans ce numéro spécial d'Objection consacré à la réouverture de Notre-Dame. C'était ce week-end du 7 et 8 décembre après plus de 50 travaux, un événement suivi dans le monde entier en présence de chefs d'État, une quarantaine au total venus également du monde entier. Je rappelle qu'Objection, c'est sur la chaîne YouTube Droit de Parole. Je vous invite à vous abonner, une chaîne pour échanger, débattre autour de la foi chrétienne et de sujets qui nous concernent tous. Vous pouvez aussi liker et commenter la vidéo. J'en profite aussi pour saluer notre partenaire géopolitique profonde, notre premier partenaire d'ailleurs pour la chaîne Droit de Parole. On les remercie, on les salue. Vous les retrouvez aussi sur YouTube et en version papier. Pour cette vidéo, je suis avec l'avocat Fabrice Divisio, bienvenue Fabrice, de Bruno Courtois, directeur général de Radio Notre-Dame, bienvenue à vous, merci d'être également autour de la table. Et puis j'ai le plaisir de retrouver Marc Menand. Bonjour Marc, journaliste sur CNews, historien évidemment. Marc qui publie avec une certaine Christine Kelly ses destins qui ont fait l'histoire. On en touchera un mot en fin d'émission, c'est chez Lithos Histoire. Mais on pourra en parler parce que comme il y a Victor Hugo, et on parle de Victor Hugo et de Notre-Dame. Et de Notre-Dame de Paris, évidemment. Il n'y a pas que des hasards. Il n'y a pas que des hasards. Alors, d'abord, j'aimerais pour commencer que vous me donniez chacun un mot, un adjectif pour qualifier ce week-end qu'on vient de vivre, ce week-end que certains qualifient d'ailleurs d'historique, qui concerne bien sûr la réouverture de la cathédrale Notre-Dame. Fabrice. Contemporain, très contemporain. Une cérémonie très contemporaine. Très contemporaine. On sent déjà une critique. Moi, je dirais résurrection. Bruno Courtois, résurrection. Ouais, parce qu'on est passé de l'ombre à la lumière, en tout cas quand on est dans Notre-Dame. Marc Menand. J'aurais pu penser à lumineuse, mais je ne veux pas donc m'inspirer de Bruno. Alors je dirais tout simplement divin. Divin, ça c'est joli. Bon, et puis le lieu s'y prête. C'est pourquoi. Le lieu s'y prête. Alors, moi, ce qui m'a fasciné, c'est que, alors que le pays est en pleine crise, on vient de vivre un moment d'unité nationale, au moins d'apparence. Je vous vois faire une drôle de tête, Fabrice. Vous n'êtes pas tout à fait d'accord. On l'a ressenti comme ça. Non. On nous l'a fait ressentir comme ça. On nous l'a fait ressentir. On a voulu qu'on le ressente comme ça. Mais le moment d'unité nationale, c'était au moment de l'incendie de Notre-Dame. Là, il y a un moment d'unité nationale. Là, on a fait nation, et on a fait nation spontanément. Là, on a fait nation, mais comment voulez-vous faire nation avec un parterre de chefs d'État du monde entier où chacun regarde l'autre, où c'est, je l'ai dit tout à l'heure en plateau, où je disais, en fait, c'est un défilé de mode. Non, après, ça n'enlève rien à la grandeur de cette résurrection, le mot est juste, ça n'enlève rien au fait qu'on est en célébration de la vie, tout ça est vrai. Et on ne parle pas de ça, d'ailleurs. Mais, je veux dire... l'idée de dire qu'on a un moment d'unité nationale, on a un moment d'unité nationale provoqué par un président de la République qui a voulu, et je le comprends, c'est même pas un grief d'ailleurs dans ma bouche, qui a voulu effectivement se faire sacré roi, il y est arrivé, voilà, c'est son droit le plus élémentaire, mais qu'on ne vienne pas me parler d'unité nationale. Alors après, si la cérémonie avait été différente, s'il n'y avait pas eu de chef d'État venu du monde entier, est-ce qu'on ne lui aurait pas reproché aussi d'une certaine façon ? Je ne sais pas qui. Je ne sais pas qui lui aurait reproché. D'ailleurs, je ne sais pas qui aurait reproché à qui, plus précisément. À Emmanuel Macron, les Français. Emmanuel Macron, il n'a rien à voir dans cette histoire. Notre-Dame de Paris, jusqu'à nouvel ordre, on reste une paroisse catholique, une église catholique. Et donc, elle appartient certes à l'État statutairement, mais elle est affectée à l'usage du culte. Et dès lors, une résurrection, précisément, ça dit bien son nom, c'est une résurrection quant à l'usage du culte. J'entends, le côté historique, j'entends ce côté... tout ça, je l'entends, la beauté du bâtiment, mais il n'en demeurera pas moins qu'en premier et en dernier, ça restera le temple du Dieu vivant, et c'est tout, en fait. Marc Menand, vous êtes aussi partagé sur cette question d'unité nationale en ce qui concerne cette cérémonie ? Non, je n'avais pas Dieu pour Emmanuel Macron. C'est-à-dire, je l'ai complètement occulté. Et d'ailleurs, la véritable... cérémonie, c'était 8 jours auparavant. Alors oui, il y avait Emmanuel Macron, mais il n'en reste pas moins qu'on découvrait ce lieu. Et à cet instant-là, je pense que tout à chacun,
il y avait une sorte de curiosité plus que légitime. Mais qu'était-il devenu de ce vaisseau qui traverse les générations depuis si longtemps? Et quand on a fouiné l'histoire, qu'on a essayé de butiner les éléments à retenir, ça nous rappelait qu'en 1265, il y avait eu un premier incendie. 1265, c'était une petite bonne femme à peine finie d'être couverte. Ouais. Et pour autant, eh bien déjà, elle connaissait le drame avec la charpente qui s'effondrait et elle a rejailli. Et ce qui est extraordinaire, et moi ça m'a marqué dès le départ, on pourrait s'arrêter sur la spiritualité, Fabrice a raison. Elle a mis, petite parenthèse, elle a mis combien de temps à rejaillir après ce premier incendie? On était dans l'élan, ouais. C'est-à-dire que là encore, ce qui est extraordinaire, Notre-Dame, il y a cette partie spirituelle. Mais au-delà de tout, c'est comment on a un souffle qui emporte les êtres. Et ce souffle se trouve dans la créativité de tout à chacun. Il n'y a plus de manants. Il n'y a que des gens qui viennent avec un don. Et ce don est là pour servir, moi qui suis impie néanmoins, pour servir quelque chose. Bruno ou Fabrice dirait peut-être la transcendance, et là je dirais simplement quelque chose de plus grand que nous. Et c'est ça qui est extraordinaire. Aujourd'hui, de quoi crève-t-on ? Eh bien, d'être dans une sorte de renonciation à l'existence. On est là, on traîne les pieds. Oh, pourquoi faire ça ? Ça me fatigue. Ces gens-là, et de génération en génération, n'étaient jamais dans cet abandon. Ils étaient dans la logique de trouver chaque jour l'élément qui les faisait se lever. Et Notre-Dame, c'est extraordinaire. Vous vous rendez compte qu'il n'y a même pas de plan. Vous êtes en 1163. Vous avez été convoqué parce que vous êtes répertorié comme étant l'un de ses compagnons qui cheminent dans toute l'Europe. Et puis il y a les autres qui seront les petites mains, qui auront les tâches les plus viles. Et néanmoins, vous venez non pas pour la gamelle, vous venez pour participer à quelque chose dont vous ne verrez jamais l'aboutissement. Et aujourd'hui, quand il y a un projet, alors on vous montre les plans, on vous dit regardez comme ça sera beau. Ce qui fait que si c'est un appartement, on dit « Oh oui, je vais acheter là !» Et mauvaise surprise. Là, il n'y a rien. Il y a au mieux sur le sol le chef de chantier, entre guillemets, qui dit « Voilà, on va commencer comme ça. » Mais même eux, ils ne savent pas à quoi on aboutira. C'est une lente progression de créativité. Et au fil du temps, au fil des années, 150 ans avant qu'il y ait le premier édifice. Mais néanmoins, très rapidement, les cœurs sont convoqués pour aller communier avec Dieu. C'est-à-dire que dès 20 ans plus tard, le cœur est ouvert et les messes ont lieu. Les offices convoquent toutes les semaines. Et ça, c'est extraordinaire, ça va quand même tenir plusieurs générations dans la construction, et après 8 siècles. Mais n'oublions pas, et je vais laisser parler Bruno. Parce que Bruno n'a pas dit un mot, on est presque 10 minutes d'émission. On a un Marc Menant très en forme sur ce plateau, et j'en suis juste... Non, la petite césure qui me permet de m'effacer, c'est quand même l'époque de la Révolution, où Notre-Dame était devenue un dépôt de vin, et également de vieilles charrues, etc. C'est-à-dire que Notre-Dame, on voulait même la voir disparaître. Et ne vous effacez surtout pas, Marc, continuez comme ça. Juste un mot, j'ai pas voulu vous couper, ne vous approchez pas trop du micro parce qu'on me dit que voilà, le micro, vous pouvez vous éloigner, ça risque sinon de saturer dans les oreilles des personnes qui nous regardent. Bruno Courtois, comment est-ce que vous avez vécu, vous, ce week-end de réouverture, de cette cérémonie à Notre-Dame ce week-end? Je me suis laissé un peu attendrir par le conte de Marc Menant en face, c'est vrai, et juste de réagir dans un premier temps, c'est que c'est vrai qu'il y a une comparaison qui est assez facile, mais que je trouve du coup qui nous permet de toucher la réalité de la lenteur de ces travaux, de la longueur des travaux d'une construction d'une cathédrale, c'est quand on pense à la Sagrada Familia, je pense à Gaudi, ça a commencé, et pourtant on a des moyens modernes, et pourtant le monde n'est plus du tout le même, donc ça va beaucoup plus vite, donc imaginons que c'est comme la Sagrada Familia en 3 ou 5 fois plus long. Donc c'est vrai que c'est intéressant. Moi, ce que j'ai vécu le week-end dernier, je dirais pas que c'était à la gloire de Macron du tout. Je pense qu'il faut quand même lui reconnaître que c'est cette volonté politique qui fait qu'on a réussi à faire tout ça en 5 ans.
Ça veut dire aussi que quand il y a une volonté politique, on peut arriver à quelque chose, mais que j'ai eu l'impression que finalement, la star du jour, ce qui ne m'a pas forcément fait plaisir, c'est Trump rentrant dans la cathédrale. Ah oui. Parce que Qu'est-ce qui vous a donné finalement, cette tout le impression ? monde était installé. Tout le monde était installé, tout le monde attendait que le président de la République arrive, tout le monde attendait que les portes se referment pour qu'enfin l'archevêque de Paris tape avec sa crosse sur l'or. Et on est arrivé, on a vu Trump qui d'abord est grand, qui crève l'écran avec sa grande cravate jaune, et finalement on aura quand même beaucoup retenu ça, comme j'allais dire le parrain de tous qui est arrivé, et tout le monde le regardait. Alors c'est pas le dernier à être arrivé, hein. Il y a Elon Musk qui est arrivé encore. Et surtout Madame Biden est arrivée après. C'est vrai, mais quand Elon Musk est arrivé encore après tout le monde, et c'est là où tout le monde aussi C'était assez amusant. Mais ce propos est très juste sur le plan, sur le plan des politiques, disons ça comme ça en tout cas. Complètement. Les chefs d'État, c'est quand même Trump qui crevait l'écran. Et ce qui était amusant, c'est de voir, je ne sais pas si vous avez observé, les ministres des missionnaires, Rachida Dati, tous regardent Trump comme si c'était le Père Noël qui arrivait, ou au contraire Dracula, ou je ne sais pas qui. Et Rachida Dati, particulièrement, extraordinaire. On avait l'impression qu'elle était... Comment je pourrais me faire remarquer? Est-ce qu'il me trouve jolie? Est-ce qu'il s'intéresse à moi? Non, mais c'était extraordinaire. C'est-à-dire, il n'y avait plus la notion de foi, il n'y avait plus rien du tout. Quand on pense à ce qu'il disait sur Trump 3 semaines auparavant, ça fait un peu sourire. Voilà. C'est vrai, vous avez bien fait de Pour être plus sérieux, j'ai trouvé que quand même c'était magnifique. Ça le parrain. C'était magnifique, et je reprends ce que je disais en disant de la résurrection, c'est que décidément la cathédrale dans laquelle nous, Radio Notre-Dame, en tant que directeur de Radio Notre-Dame, on a fait beaucoup de plateaux, beaucoup d'émissions, etc., était quand même un peu tristounette finalement, parce que très noir. Et enfin, on est passé de l'ombre à la lumière, et enfin c'est extraordinaire. Et pour ceux qui nous regardent ou qui nous écoutent et qui ne sont pas encore allés visiter Notre-Dame, ça va pas tarder, qu'ils aillent à Chartres en attendant, parce que Chartres, c'est la même pierre, c'est la même lumière, et c'est la même résurrection. Donc voilà, c'est un petit avant-goût avant d'aller visiter Notre-Dame. Alors on va rester dans les éloges. Et les deux sont liés à Henri IV. Absolument. Ouais. On va rester Henri IV le sacre à Chartres, et en revanche, le mariage, mais il reste... Ce que n'a pas accepté Macron, il reste devant la porte, puisqu'à l'époque, il n'est que protestant, et que par conséquent, il n'a pas le droit d'aller rejoindre sa future épouse à l'intérieur de la cathédrale. On va rester dans les éloges en ce qui concerne cette réouverture, avec notamment des tweets. Il y a eu beaucoup de réactions tout au long de ce week-end, notamment de Stéphane Bern. Voir Notre-Dame restaurée est un rêve devenu réalité. Bravo aux équipes qui ont œuvré sans relâche pour redonner vie à ce joyau gothique. Message donc de Stéphane Bern que vous allez d'ailleurs pouvoir commenter, Fabrice Divisio. J'ai pas de commentaire à faire à ça. Moi, je trouve que Stéphane Bern, c'est quand même un des meilleurs. C'est notre monsieur patrimoine. Franchement, c'est notre monsieur patrimoine. Quand on entendait tous les gens blablater sur les chaînes de télévision, honnêtement, Bern, il est quand même d'abord pour nous expliquer qui est qui et qui va où et pourquoi ils sont là. Ouais. Et puis même, d'une manière générale, on sent qu'il parle quand même avec le cœur et qu'il connaît son sujet. Donc, à tout seigneur, tout honneur, je trouve qu'honnêtement... tout seigneur, c'est bien le mot. Voilà. Non, mais pour rester quand même dans cette question... Ce qui est extraordinaire, c'est à une époque où il y a ce désœuvrement, où les gamins ne savent plus vers quoi se tourner. Alors ils rêvent de sport, non pas pour faire du sport, pour gagner de l'argent. Bon, voilà. Et là, vous avez des gens qui se sont mis en rupture de leurs activités, pour certains. Je veux dire, ils étaient ébénistes, mais ils travaillaient à tel endroit. Ils ont quitté leur famille pour... être au quotidien dans la cathédrale. C'est-à-dire, ils étaient dans cette communion avec le travail qu'on leur demandait d'effectuer. Et c'est toute l'excellence. Ce que le mot travail peut illustrer, car il y a le travail, la servitude, cette quotidienneté qui est une véritable malédiction parce qu'on n'y voit pas l'aboutissement. On travaille, on s'emmerde, on va gagner quelques petites piécettes. Mais là, on ne s'occupe plus des piécettes. On vient donner pour qu'il y ait un aboutissement, pour être dans la continuité. Pour redonner vie. On vient redonner vie. Là, vous connaissez, pardon, juste là-dessus, mais vous connaissez cette fable, je ne sais pas si le mot est juste, mais appelons-la comme ça, attribuée, et en rapport avec la cathédrale de Chartres, justement, qu'on attribue à Péguy, qui passe devant trois... artisans qui sont en train de travailler le marbre. Au premier, il dit « Mais que fais-tu » Il répond « Mais tu le vois bien,
je peine et c'est dur, je travaille le marbre. Au deuxième, que fais-tu? Tu vois bien, je gagne ma vie péniblement, je gagne ma vie. Et au troisième, que fais-tu? Il répondra, je construis une cathédrale. Voilà. J'aimerais qu'on évoque l'avant-incendie. Comment en est-on arrivé à cet incendie survenu le 15 avril 2019 ? Est-ce que l'état de délabrement de la cathédrale n'était pas, d'une certaine façon, le reflet d'un désintérêt pour le patrimoine religieux? C'est la question que j'aimerais qu'on évoque et qu'on se pose, Fabrice. Si, clairement, il y a un désintérêt. Oui, il y a un désintérêt aujourd'hui de la plus petite des municipalités, finalement, au grand État, je veux dire, à la grande puissance étatique, du patrimoine religieux français. Oui, c'est une réalité, pour plein de raisons. Parce que, et on pourrait y voir des raisons idéologiques, et peut-être qu'il y en a d'ailleurs, mais il y a aussi des raisons tout à fait pragmatiques. C'est qu'au fond, l'art, d'une façon générale, et en particulier l'art religieux, c'est cher. Ça intéresse plus grand monde. Dans une société consumériste et d'efficacité, on préfère investir ailleurs. Dans une société endettée, on préfère mettre l'argent ailleurs. Il y a tout ça. Et après, il y a aussi une volonté, soyons clairs. Je crois que si le patrimoine religieux français, catholique en particulier, disparaissait, je ne suis pas certain que certains s'en trouveraient particulièrement peinés. Bruno Courtois ? Je crois qu'il faut s'être promené dans Notre-Dame avant pour comprendre qu'il y avait un état de délabrement. Moi, j'ai eu la chance de visiter toute la fameuse forêt avant l'incendie. Le système électrique, l'État, ne serait-ce que pour... avec Monseigneur Chauvet, qui était un homme recteur de Notre-Dame à l'époque, c'est vrai, mais quand on voit finalement qu'il y a beaucoup d'argent qui est arrivé dans les caisses de Notre-Dame, d'argent d'État, et qui finalement partait pour aller entretenir d'autres églises. Parce qu'il y a, mais comment on en est arrivé là? Pourquoi l'Église n'a pas tiré la sonnette d'alarme? Parce que ce constat, il a été fait par beaucoup de monde. Oui, ils ont tiré la sonnette d'alarme. On était quand même en pleine réflexion, il y avait quand même des travaux qui étaient menés. Les travaux de la flèche qui étaient lancés. Il y avait des travaux. C'est d'ailleurs, durant ces travaux que l'incendie est survenu, bien sûr. Mais il y avait d'autres problèmes derrière qui n'étaient pas... Il faut aller se promener dans les sous-sols, dans les bâtiments, dans les coulisses, pour voir que c'était dans un état un peu pitoyable pour un bâtiment comme celui-ci. Et d'ailleurs, il suffit de se promener encore à l'extérieur, parce que le chantier, il n'est pas terminé. L'intérieur est formidable, c'est flambant neuf, en tout cas, c'était magnifiquement refait. Mais c'est vrai que les extérieurs sont quand même très, 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 très abîmés. Il y a encore plusieurs années de travaux. Moi, ce que je souhaite une chose, c'est qu'il y ait la même énergie à poursuivre le chantier. Comme tous, on a fait des travaux chez nous. C'est compliqué, les fins de chantier. Les fins de chantier, ça traîne, et ça n'intéresse plus personne. Donc là, j'espère qu'effectivement, cette fin de chantier, c'est quand même tout l'extérieur pourra être fait et que ça ne traîne pas pendant des années. Surtout que, ce que vous dites est intéressant, parce que surtout qu'en fait, ça y est, c'est terminé. Emmanuel Macron a rempli le contrat. Lui va s'en aller dans 1 an et demi, 2 ans. Fin de l'histoire. Il a eu effectivement dans son quinquennat la restauration, la reconstruction de Notre-Dame de Paris. Il a célébré en grande pompe celle-ci. Ça restera un événement dans l'histoire, c'est incontestable. Donc, du coup, c'est plus son problème. Pour une fois, il faisait quelque chose en grande pompe sans que ce soit funèbre. Oui, c'est vrai, parce qu'il est habitué aux hommages. Il fait beaucoup dans les grandes pompes, de commémorations. Ça termine, voilà. Non, mais en effet. Quand même, je crois que, pardon Fabrice, il faut oublier Macron. Au départ, là aussi, c'est pas un bon mot, il a eu la petite étincelle, il faut souvent un déclencheur. Et il a eu cette audace dans sa mégalomanie de dire « moi, Macron, je permettrai ». Mais c'est tout. Après l'engagement des uns et des autres, c'est le général qui est mort durant la période, c'est M. Jost. C'est pour ça que je vous interromps là-dessus, parce que je pense que la bonne idée de Macron, c'est d'avoir choisi un général pour gérer le chantier. Il a fait appel au général Georges Lain, qui est quand même un général 5 étoiles, qui a commandé des hommes, qui a commandé des choses qui n'étaient pas faciles, et qui s'est imposé, parce que je peux vous dire que pour l'avoir côtoyé un peu de près, il n'était pas commode. Et donc, c'était pas facile, on n'allait pas visiter Notre-Dame comme ça, on ne pouvait pas l'avoir en interview comme ça, et il a géré ça de main de maître. Il est mort malheureusement pas vu la fin. À l'été 2013, à l'été 2023, donc il y a 18 mois. Mais je pense que c'était quand même le coup de génie de Macron, c'est d'avoir confié ça à un général. Alors, c'est vrai que les généraux, ça sait faire la guerre, ça sait pas toujours restaurer une cathédrale, mais n'empêche que ça sait quand même gérer des hommes. Mais même la façon, ce qui est intéressant, si on s'arrête 2 secondes sur ce personnage, moi j'ai vu que les interviews, je n'ai jamais rencontré dans mon existence, mais la manière dès le départ, il dit voilà,
on va y aller. J'avais l'impression d'une sorte de Didier Dora, sortons de la religion. Didier Dora, le patron de l'aéropostale, celui qui a permis la révélation de Mermoz, de Guillaumet, de Saint-Exupéry. Là, c'était pareil. Il disait, voilà, on n'est pas là, on va le mériter. C'était quelqu'un qui est capable, et je pense que si on allait partout dans la société dénicher ces gens qui ont le goût de l'initiative, le goût de dire tout est possible. Il y aurait moins de gamins qui seraient dans la rue à essayer de devenir vendeurs de drogue. Il y aurait simplement le désir d'épouser le principe de l'audace. Mais c'était un général. Il avait cette mission. Mais tous les généraux ne sont pas comme ça. Il y a des généraux qui sont un peu fonctionnaires. Là, il avait ce côté à la Murat, si je puis dire. Les gars, on y va. À ce niveau-là, quand on a 5 étoiles, on est quand même on est un peu trempé quand même. Oui, il y a quand même des généraux qui, à notre époque, sont des généraux de bureau. Alors, et il avait son bureau à l'Élysée, hein, dans une ancienne chapelle. Avant de revenir justement sur la réouverture, sur la cérémonie, j'aimerais qu'on prenne quelques secondes avec vous, Marc, pour revenir brièvement sur l'histoire de Notre-Dame. Maurice de Cluny, qui a le désir de faire émerger à cet endroit, mais où il y a déjà une cathédrale. Oui, M3. La vieille cathédrale, elle est là depuis le 5e siècle. Mais n'oublions pas qu'avant cette cathédrale, on a Jupiter. Non, je ne reviens pas à Macron, ce n'est pas mon obsession. Il y avait le temple de Jupiter. À cet endroit, c'est intéressant parce que, selon les traditions, partout où on érigeait un temple, c'est que les druides estimaient qu'émanaient de ce lieu des ondes extrêmement positives. Et partout, l'Église a cherché à récupérer ces temples pour étouffer la foi païenne. Et cette foi, pour le faire oublier, on devait dresser la petite chapelle et là, la cathédrale, pour que ce lieu qui devenait le lieu de passage, de cheminement pour aller jusqu'à Compostelle, eh bien, par Paris, il y avait cette cathédrale, on devait lui donner une amplitude, être digne de ce cheminement des pèlerins. Et Paris est une toute petite bourgade à l'époque. Il fallait être complètement fou. Et d'ailleurs, la paroisse dépendait de Sens. C'était même pas l'évêché de Paris, c'était de Sens. Et Maurice de Cluny a cette audace de proposer à Louis VII, qui a connu les croisades. Alors, qui est Louis VII ? Je ne vais pas vous faire un cours d'histoire, mais n'oublions pas qu'il a été le premier époux d'Aliénor d'Aquitaine. Et cet homme a connu les croisades, et quand on lui propose d'être celui qui viendra en quelque sorte être dans la paternité de l'édifice, il se présentera le 25 avril, en n'ayant pas trop tapé dans sa propre cassette. Il a donné quelques petits fonds, mais pas grand-chose. Il se présentera le 25 avril 1763 avec le pape Alexandre II. Pourquoi le pape Alexandre II ? Parce que lui aussi, sa situation n'est pas bonne au pape. Il est obligé de fuir Rome, où la stabilité politique... Vous voyez, quand vous disiez tout à l'heure, on est dans une période... Toutes les périodes de l'histoire ont toujours plutôt le sombre qui les gouverne que le lumineux. Et toujours est-il que le pape est en exil en France. C'est pour ça d'ailleurs qu'à chaque changement d'année, chaque président commence son discours par dire « on a vécu une année compliquée ». Vous avez remarqué ça à chaque fois. Chaque année, on a vécu une année très difficile. Voilà. Et il y a la première pierre qui est posée en présence d'Alexandre II, et de là, le chantier. Mais ce qui est quand même extraordinaire, vous avez cette petite cathédrale, et quand on la regarde, doucement, on la fera disparaître. On l'effacera avec des pierres nouvelles. Et les ouvriers qui ont été convoqués, je reviens parce que ça c'est essentiel, ils ne savent pas ce qu'ils vont ériger. Et moi ça je trouve ça prodigieux. On va passer à la question qui fâche, à présent. Fabrice, la réouverture de Notre-Dame était-elle un moment de foi ou une opération politique, de communication politique ? Est-ce que l'un exclut l'autre Est-ce que l'un exclut l'autre finalement ? Voilà, c'est la bonne question. C'est ça. J'ai envie de dire, chacun le prend comme il veut ou comme il peut.
Est-ce que c'était une opération de communication politique ? Oui, incontestablement. Je pense que c'est difficile de le nier. Il y a quand même une mise en scène autour de cette cérémonie de réouverture. Il y a une volonté de la part d'Emmanuel Macron, de dire, regardez, je l'ai fait. Donc il y a quand même une espèce d'achèvement. En plus, on est dans une période compliquée sur le plan, et on l'est pour le moins sur le plan politique. Donc il y a quand même, évidemment, une dimension politique. La foi, c'est compliqué, la foi. Ça supposerait on ferait dire, qu'est-ce que la foi ? On pourrait en parler en 2 heures. Ce que je sais, c'est que on pourrait poser la question différemment, et c'est le sujet qui fâche encore plus. C'est est-ce que c'était une cérémonie catholique de réouverture ou est-ce que c'est une cérémonie républicaine de réouverture ? C'est le débat qu'on a eu en plateau ce soir. Est-ce que c'est une cérémonie républicaine de réouverture ou catholique de réouverture ? Là-dessus, moi j'ai mon avis. Ah bah je vous écoute. Je ne vous le donnerai pas. Je vous le donnerai pas. Mon avis, c'est qu'effectivement, Mon avis, c'est que l'Église catholique, elle n'est jamais autant appréciée que quand elle oublie d'être catholique. Cette cérémonie a tellement plu parce qu'elle n'était pas catholique. Si elle avait vraiment été catholique, cette cérémonie, je vous garantis qu'elle n'aurait pas plu. C'est intéressant ce que vous dites, Fabrice, parce que mais c'est inquiétant également, d'une certaine façon. Je veux dire, on peut toujours en débattre. Moi, je veux bien qu'on en débatte. Il n'y a pas de débat, évidemment. Enfin, s'il y a un débat d'ailleurs, mais je veux bien. Mais bon, voilà. On peut aussi dire complètement l'inverse. On peut dire complètement l'inverse. C'est-à-dire, Bruno Courtois ? C'est-à-dire que, je ne sais pas, moi j'ai été frappé par exemple sur des chaînes de télévision, pour ne pas citer BFM. La cérémonie d'ouverture devait débuter à 19h. BFM de 19h à 19h45, moi j'étais en plateau avec eux, on n'a parlé que de Trump et de Zelensky. Je suis sûr que les auditeurs, les gens qui regardaient BFM, ils ont allé zapper pour aller regarder autre chose. Ce qui les intéresse, c'est Notre-Dame. C'est pas justement d'avoir Trump et Zelensky. Ok, c'est un événement. D'ailleurs, on n'en parle plus parce qu'aujourd'hui, on ne parle plus que de la Syrie. Mais ce que je veux dire, c'est que je ne suis pas sûr. Je pense que l'Église catholique, elle est appréciée quand elle fait vraiment du catholique. Et vous pensez qu'elle en a fait Je ne dis pas qu'elle en a fait. Je dis qu'elle est appréciée parce que la cérémonie de dimanche, elle a été appréciée parce qu'elle était catholique. Ah oui, c'est un dimanche. Donc c'est apprécié quand c'est catholique. Faut que l'Église catholique ose aussi être peut-être un peu plus décontractée et plus elle-même. Alors, moment de foi, on le disait, opération de communication politique. Alors justement, concernant cette opération de communication politique, quel message l'État, ou plutôt Emmanuel Macron, finalement, a-t-il voulu envoyer à travers cette soirée, Fabrice ? Je l'ai fait. Je l'ai fait. Mais regardez, je vous ai promis que je le faisais, et je l'ai fait. Je vous ai promis que j'allais le faire, je l'ai fait. C'est ça le message, en fait. Et je convoque le monde entier pour que tout le monde sache que je l'ai fait. C'était ça le message. Oui. Marc. Mais d'abord, cette notion de politique, tout à l'heure, je vous disais, Louis VII était là. C'est-à-dire que la religion a été exploitée par tous les politiques dès Clovis. Clovis, c'est pas la grande révélation. Clovis, sous l'influence de sa femme et de Rémy, il se convertit, mais c'est parce qu'il voit dans la religion la capacité de pouvoir affermir son pouvoir. Eh bien, je vous propose qu'on en reparle quand Emmanuel Macron se convertira, alors. Mais non, mais c'est pas ça. C'est pas ça que je dis. Je parle pas d'Emmanuel Macron. Je parle sur la notion de politique. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, la politique a toujours été celle qui s'est servie ou qui a espéré se servir de la religion pour que son pouvoir puisse être reconnu. Vous êtes roi des Francs, c'est-à-dire que vous n'avez rien à voir avec le Gaulois de base. Et vous êtes un conquérant. Il n'y a aucune légitimité à vous revendiquer de quoi que ce soit. Vous ne pouvez le faire qu'à partir du moment où vous dites « mais en plus, c'est Dieu qui, en quelque sorte, adoube ma présence ». De là, les décisions que vous prendrez, elles sont non pas respectables, elles deviennent pratiquement indiscutable. Je suis désolé, Marc, maintenant on va continuer de parler d'Emmanuel Macron dans quelques secondes. Juste avant, parce que Bruno Courtois nous les a mis sur la table, on va regarder c'est les tote bags, c'est comme ça qu'on dit, les tote bags qui ont été faits pour la réouverture de Notre-Dame. C'est pas un bleu très Sainte Vierge, c'est un bleu un peu fort. C'est un bleu Macron. Mais au moins on les voit, au moins on les verra. Et on a mis les deux dates, donc 15 avril 2019, 8 décembre 2024. Et ils ont été distribués à toutes les personnes qui étaient présentes. Ils n'ont pas été distribués à toutes les personnes, mais enfin ils ont été distribués à ceux qui étaient là. Trump est reparti qu'on a rencontrés.
Bon, alors on va parler du chantier d'abord de Notre-Dame, de sa réouverture, qui ont représenté, vous le disiez Fabrice, un véritable enjeu finalement pour Emmanuel Macron, mais un peu au même titre d'une certaine façon que les Jeux Olympiques. C'est-à-dire que pour lui... Vous avez tous à comparer ce soir les Jeux Olympiques à Notre-Dame, ça fait 2 fois dans une soirée. Ah oui, c'est parce que c'est assez... Mais parce que finalement, c'est sur 2 moments d'unité nationale. Pour Emmanuel Macron, on a un peu l'impression qu'il a coché les cases en fait, qu'il s'est dit, voilà, j'avais ça à faire, je l'ai fait. C'est les 2 récréations d'Emmanuel Macron quand même. C'est un peu les 2 récréations. Vous voulez, vu comme ça, bon. Et on peut dire ça, 2 récréations, oui. Ou les 2 chances, je sais pas. Oui, c'est plutôt les 2 chances que les récréations. Oui, les 2 chances. Quand on regarde son bilan, il est tellement anémique qu'à un instant donné, il peut dire quand même, il y a eu les Jeux Olympiques. Mais la décision des Jeux Olympiques, c'était bien en amont de sa présence. Bon, ben voilà. Alors, la réussite de l'événement incombe d'une certaine façon à ses gouvernements, en tous les cas. Le problème, c'est quoi la réussite d'un événement? C'est une question intéressante. Là, Notre-Dame, en l'occurrence, effectivement, elle est réouverte, la cathédrale. Elle allait réouvrir de toute façon. Oui. Même sans lui. Même sans lui. Il aurait été battu aux dernières élections. La réussite de l'événement, c'est déjà imaginez que comme toutes les télévisions du monde étaient là, 50 chefs d'État, peut-être pas 50 d'ailleurs, mais enfin, il y a eu quand même un attrait, un moment de ferveur, un moment de joie partagée. Oui, mais ça, on le doit. Est-ce qu'on le doit pas à Notre-Dame, tout simplement? Oui, ce que je veux dire, c'est bien sûr, mais c'est quand même une parenthèse. Ce que je veux dire, c'est une parenthèse. Il y a eu la parenthèse des Jeux Olympiques pour Emmanuel Macron, et aujourd'hui, ce qui est extraordinaire, c'est que cette parenthèse pour Emmanuel Macron, c'est justement un moment où il est en matière de politique intérieure particulièrement pas déstabilisé. Oui, moi, je suis il est un peu tout seul, Fabrice. Moi, je suis pas à l'aise et vous dire pourquoi. Peut-être que je sais pas. Peut-être parce que je sais pas. Vous êtes chafouin. Mais c'est un truc qui me. C'est peut-être parce que j'aime pas Emmanuel Macron aussi. Ça doit aider. Mais non, il n'y a pas que ça. C'est que c'est quand même une sacrée récupération politique, ce truc, quoi. Oui. Notre-Dame précisément méritait mieux, quoi. Quand on connaît l'histoire, pour le coup, j'ai écrit avec le frère de Saint-Jean une énorme visite spirituelle de la cathédrale, qui commence par « Elle est sombre ». C'est raté, il faut la refaire. Elle mérite mieux, cette cathédrale, quand même. Elle mérite mieux, quand même, qu'Emmanuel Macron. On parlait de Louis VII tout à l'heure. Pardonnez-moi, mais ça a quand même plus de gueule qu'un Emmanuel Macron. Oui, bon, il se trouve que c'est parce qu'on parle d'Emmanuel Macron. Il se trouve que c'est le président de la République à ce moment-là, Fabrice. Non, mais attendez, si vous voyez bien qu'effectivement, ça n'avait aucune classe, ce truc. Enfin, arrêtez 2 minutes. Cette cérémonie d'ouverture, elle n'avait aucune classe. Je comprends bien, parler de communion tout à l'heure, effectivement, de moment de ferveur. Mais ferveur de quoi? Je veux dire, la ferveur, vous l'avez souligné pertinemment, c'était le dimanche, cette ferveur. On aurait pu rendre cet événement fervent. Mais je veux dire, il a le chic pour effectivement tout transformer en... Enfin, voilà, quoi, vous avez compris. Oui, non, mais vous avez raison, mais reste... ce qui est essentiel, c'est Notre-Dame. Effectivement, Notre-Dame, c'est 8 siècles de présence. Oui, mais ça montre aussi le rayonnement de la France. La France n'est pas un pays parmi les autres. La France représente... N'est plus. Mais pardon? Je sais pas. Elle n'est plus censée être un pays. Ah mais non, mais ça, ce sont nos interprétations. Quoi qu'il arrive, à un moment, partout dans le monde, vous avez quelques points qui peuvent occuper et tarauder l'esprit des individus, quel que soit le lieu où ils se situent sur la planète. Et Notre-Dame appartient à ces endroits mythiques qu'il faut c'est pour ça qu'il y a eu autant de pleurs. C'est pour ça. Et donc là, on se foutait complètement de Macron et je pense que beaucoup de gens étaient agacés par la présence de Macron comme de la présence de Trump. L'essentiel, moi j'étais devant mon téléphone. Moi je suis L'essentiel c'était Notre-Dame et l'essentiel, est-ce que ce n'est pas finalement aussi les donateurs? Est-ce que les véritables héros de cette reconstruction, ce ne sont pas les donateurs? Parce qu'il faut dire que la mobilisation a été massive, plus de 840 millions d'euros récoltés grâce à près de 340 000 donateurs répartis dans 150 pays. Là, il y a une véritable mobilisation, il y a un élan de générosité qui a été manifesté durant ces 5 ans. Fabrice. Ça corrobore ce que disait Marc. C'est-à-dire que Notre-Dame est un symbole qui transcende la seule nation française, finalement. Il y a là... quelque chose d'universel, presque, j'ai envie de dire. Et donc, c'est pas très étonnant que finalement, à l'outrage, si je puis dire, en tout cas à la destruction, on ait répondu massivement pour la résurrection.
Moi, je trouve que vous faites beaucoup d'honneur à Emmanuel Macron. Honnêtement, il a donné cette impulsion politique, et puis voilà. La star du jour, c'était Notre-Dame. Moi, je reviens, et vous avez raison, sur les mécènes, les donateurs et les petits donateurs. Ce que je trouve, par exemple, extraordinaire, il y a eu cette course, cette espèce de course, le fameux soir du 15 avril, avec je donne 50 millions, je donne 100 millions entre Bernard Arnault, 200 millions, je crois, une espèce de surenchère. Bon, eh ben, n'empêche que Bernard Arnault, il n'était pas au premier rang à côté de Macron, il était un peu loin derrière, presque caché derrière un poteau. Et honnêtement, je crois qu'ils ont eu une délégation de 3-4 personnes. D'ailleurs, beaucoup de mécènes se sont dit, mais on a donné 10 millions, on l'a fait venir, etc. Et finalement, on n'avait quasiment pas de place. Donc, non, je trouve qu'il y a eu quand même une espèce de discrétion. Ce qu'il faut quand même dire, c'est que Notre-Dame a été entièrement restaurée par les fonds publics, par des fonds privés, alors que normalement, ça appartient quand même à l'État. Donc c'est ça, chapeau. Hein, et en même temps, quelle contradiction. Mais ça, c'est un vrai sujet, pour le coup. C'est-à-dire que là, il y a un vrai sujet. C'est un vrai sujet d'intérêt. C'est-à-dire que vous avez un ouvrage public appartenant à l'État, par une loi, loi qu'on se fait fort de faire respecter quand ça nous arrange. Et ensuite, effectivement, on n'empêche que quand il faut restaurer le patrimoine, c'est le privé qui s'y colle. C'est le privé qui s'y colle, c'est vrai. D'où Stéphane Bern, mais le nombre de petits châteaux, d'édifices, de lieux mirifiques qui, lentement, gagnés par les lèpres du temps, s'effondrent, qu'ils soient religieux ou pas. Et tout le monde s'en fout, parce qu'on est dans une époque où la culture a été marchandée. Et la culture n'existe plus qu'en fonction de ce que ça vaut. Mais en revanche, comment ça nous caresse l'âme? Parce que c'est ça la culture. La culture, c'est pas un amusement, la culture. C'est ce qui donne un sens à l'existence. Un très bon livre, il va vous habiter. Ce très beau livre, il vous réhabilite avec le quotidien quand vous flanchez face aux événements. Une musique, c'est pareil. Et c'est là où on confond tout entre le hit parade et aujourd'hui les gens qui disent « j'achète tel livre parce qu'il est dans les meilleures ventes ». On s'en fout d'être dans les meilleures ventes. Qu'est-ce que... Quand j'ai le livre dans la main, ça me permet d'avoir une sorte d'alchimie qui non seulement me régénère, mais je vais avoir le goût de relire 3 fois une phrase. C'est pas du secrétariat. Et là, donc, dans un édifice comme cela, c'est pareil. Mais miraculeusement, si je puis dire, vous pouvez avoir la petite chapelle qui, à tel endroit, totalement perdue, quand vous ouvrez la porte, elle vous cueille. Mais ça, on en parlera justement dans la deuxième partie de cette édition spéciale, puisque cette édition spéciale consacrée à Notre-Dame va être divisée donc en 2 parties. Mais moi, je voudrais qu'on revienne aussi sur un autre paradoxe. On a parlé des donateurs, et on a parlé aussi tout à l'heure du manque d'intérêt suscité jusqu'ici par la cathédrale. Manque de spiritualité, manque d'intérêt. Et là, on voit cet élan de générosité. Il y a quelque chose de paradoxal ici, Fabrice. De paradoxal, je ne sais pas. Je crois que, en fait, vous savez, moi, j'ai passé, je crois que ça se compte en centaines d'heures, les heures que j'ai passées à la cathédrale, entre les confessions, les messes, les vêpres, l'adoration. Et moi, ce qui me fascinait systématiquement, c'est que c'est autre chose qu'un musée Notre-Dame de Paris. Évidemment que... Il y a toujours cette dimension, beaucoup de monde qui regrette que quand on entre dans un lieu de cette envergure, ce lieu saint, on n'y prête pas le recueillement suffisant, etc. Mais ce n'est pas tout à fait vrai non plus. Moi, ce qui m'a fasciné pour avoir vécu à Rome, on n'entre pas tout à fait à Notre-Dame de Paris comme on entre à Saint-Pierre de Rome, par exemple. C'est vrai. Notre-Dame de Paris... Vous dire qu'à Saint-Pierre de Rome, on y rentre plus religieusement? Non. Notre-Dame de Paris, on rentre plus religieusement. Oui. À Saint-Pierre de Rome, justement, on y rentre plus comme dans un musée. Quand même. Oui, mais en plus, l'Église... C'est ce que j'allais dire. Ils ont une sorte de boutique. Alors là, on est avec les marchands du Temple. Moi, je me souviens, la première fois que je suis allé... La première fois que je suis allé à Saint-Pierre de Rome, vous aviez un Christ et vous le renversiez et vous aviez la petite neige qui tombe. Vous dites, c'est quand même... C'est du blasphème. Oui, non, mais c'est du blasphème, quoi. Et à l'intérieur de la basilique... Il y a autre chose. C'est que Rome... Saint-Pierre est baroque. Donc c'est conçu, en fait, comme étant presque un musée. J'exagère un peu, que les architectes du 7e me pardonnent, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire que c'est fait pour vous en mettre plein la vue. Notre-Dame, c'est vide. Et mais vous avez quand même ce recueillement de l'âme qui existe. D'une certaine façon, on a quand même l'impression
qu'avant l'incendie, on a l'impression qu'il a fallu l'incendie pour susciter un nouvel intérêt finalement à Notre-Dame de Paris. Mais parce que... Non. Oui, mais si, je suis d'accord. En tout cas, mais c'était l'un des lieux les plus visités. C'était l'un des lieux les plus visités, mais on parle depuis justement... pas très longtemps, hein. Bruno Courtois. Depuis pas très longtemps, je vais vous raconter une anecdote. Récemment, je discutais avec un artisan, un vieil artisan, plombier ou électricien, je ne sais plus, un vieil artisan, qui me dit, quand je suis arrivé à Paris avec mes parents, ça devait être dans les années 1930 ou 40, on nous a donné un petit appartement et on s'est dit, ah ben on est bien là, on est juste en face de l'église. Il habitait quai de Montebello, dans une des chambres de bonne, juste devant notre... on est bien, on est devant l'église. Pour eux, Notre-Dame ne représentait rien. Mais c'est ça, c'est-à-dire que vous me dites que c'est le lieu. Il y a eu quelques événements. C'est un des lieux les plus visités. Le grand ambassadeur. Non, mais non. Vous dites que c'est un des lieux les plus visités, mais de la même façon que Grévin est un des musées les plus visités de France. Si demain il y a un incendie, les gens ne vont pas se mobiliser pour sauver Grévin. On en vient au côté. Mais non, on vient au côté mythique. Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire, ça fait pas longtemps en fait que c'est. Non, mais ça fait pas longtemps. Depuis 50 ans, c'est devenu. Oui, mais quelqu'un comme moi qui suis complètement impie. Il n'en reste pas moins que j'allais régulièrement avec ma compagne à l'intérieur de Notre-Dame. C'est-à-dire que... Et pourquoi ? Parce que c'est un lieu de recueillement, c'est en dehors de la religion. Non, mais c'est beaucoup plus fort que ça. Une personne qui va pas bien... Mais est-ce que ce ressenti, il était partagé jusqu'ici depuis quelques années par beaucoup de gens. Mais par beaucoup de gens. En revanche, c'est vrai que la période révolutionnaire avait écarté les gens des lieux de culte. On raconte avec Christine dans ce livre, on raconte comment Victor Hugo a pris conscience de cette Notre-Dame qui, tout doucement, était en train de partir en lambeaux. Les pierres, vous savez, elles étaient gagnées par une sorte de gangrène. Et tout le monde s'en moquait, puisque la Révolution... On avait d'abord coupé, on croyait que c'était la tête des rois, les têtes de Judas, on ne savait pas ce que c'était. Bon. Et puis après, on avait au monde Robespierre, parce que Robespierre était à sa façon, était un religieux. Robespierre croyait en Dieu, mais il ne fallait pas que ce soit le Dieu de la religion. Donc, il a parlé de l'être suprême. Et on a fait de Notre-Dame le temple de la raison. Et il y a eu la grand-messe du temple de la raison. Et puis après, c'est tombé comme ça. Et je vous ai dit, malheureusement, au-delà de la décrépitude, c'était un lieu où on avait placé les tonneaux de vin, les charrues qui ne servaient plus, etc. C'était un dépotoir. Et quand Victor Hugo voit cela, il est navré, il essaie de mobiliser, ça c'est dès 1825. Et en 1830, il écrit Notre-Dame. Et ce qui est extraordinaire, c'est après les Trois Glorieuses, il a assisté à l'événement, il habitait rue Jean Goujon, et quand il voit la situation, il décide d'écrire Notre-Dame. Il signe un contrat avec son éditeur. Il part en vacances. Et quand il revient, l'éditeur lui dit « Dites donc, Hugo, si au mois de février, je vous ai quand même versé une belle somme, si au mois de février, le livre n'est pas là, eh bien, vous me paierez une somme toutes les semaines. » Et voilà Hugo qui prend la décision, on est au mois de septembre, de s'enfermer. Alors il va acheter les encriers, il achète les chandelles, il achète les plumes, et également le manteau. Ses enfants appelleront ça le manteau de l'ours. Il enferme ses habits de tous les jours dans l'armoire. Il prend la clé de l'armoire, il la jette pour ne pas avoir la tentation de temps en temps de quitter l'atelier. L'atelier, c'est sa table. Et il n'y a pas de feu dans la pièce, c'est pourquoi il a l'habit de l'ours. Et en 3 mois, il écrit Notre-Dame. C'est quand même extraordinaire. Ouais. C'est-à-dire qu'il a été cueilli lui-même par cette force phénoménale qui est de dire un jour Notre-Dame renaîtra, il faut qu'on prenne conscience. Et en 1844, c'est Louis-Philippe qui vote, je dirais, l'idée de la réfection de Notre-Dame. De Notre-Dame. Et ça, vous en parlez dans votre livre ? Oui, bien sûr. Ça commence. Le chapitre d'Hugo commence avec ça. Avec ça. On va évoquer une question qu'on a brièvement abordée tout à l'heure dans cette émission, dans cette vidéo. L'Église était-elle devenue aujourd'hui une auxiliaire de l'État ? Cette question, on va l'aborder ensemble. Est-ce que vous avez
une réponse à apporter à cette question. Rappelons que Notre-Dame de Paris appartient à l'État. Ce n'est pas le cas de toutes les églises dont certaines appartiennent aux communes. Oui. Notre-Dame de Paris était-elle devenue aujourd'hui une auxiliaire de l'État? Je vais vous laisser réfléchir. On ne va pas répondre tout de suite. On va mettre fin à la première partie donc, de cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de commenter et on se retrouve, vous cliquez sur la partie 2, évidemment, pour poursuivre cette édition spéciale d'Objection consacrée à la réouverture de Notre-Dame de Paris, toujours en compagnie de Fabrice Divisio, de Marc Menant et de Bruno Courtois.